Recevoir aujourd'hui. Je remercie tout particulièrement professeur Boudjema euh, de m'avoir accompagné toutes ces années et faire de moi ce que je suis aujourd'hui. Et aussi professeur Soubran qui nous inspire tous les jours à travers ses publications. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter, je vais vous parler de la résection des cancers d'huile du foie. Et donc je vais vous parler de la résection de cancer biliaire qui n'est pas une tumeur, mais une famille de tumeurs, un groupe hétérogène de tumeurs qui sont issues de canaux biliaires, qui en fonction de leur localisation dans le foie, ils se regroupent en 4 catégories, donc les cholangiocarcinomes intrahépatiques à l'intérieur du foie, les cholangiocarcinomes aujourd'hui dits périhilaires, avant dites hilaires, qui sont développés au niveau de la convergence, les cholangiocarcinomes distaux et les cancers de la vésicule biliaire. Donc, les cholangiocarcinomes périhilaires, ce sont des tumeurs qui intéressent donc les comme le nom l'indique, et occupent 50% à peu près des cancers biliaires. Pourquoi périhilaire? Aujourd'hui, c'est parce que ces tumeurs qui intéressent la convergence, peu importe l'extension au niveau des canaux sectoriels du foie ou l'interminaison du canal hépatique, ils regroupent ces tumeurs qui sont issues de la lumière des canaux biliaires, mais aussi les tumeurs qui sont développées au niveau du parenchyme hépatique sous-jacent de la convergence qui finissent par envahir cette convergence. Et pour parler de tumeurs périhilaires et comprendre de la résection qui est aujourd'hui le seul traitement curatif, il faut comprendre et noter quelques informations importantes au niveau de l'anatomie de l'huile du foie, puisque au niveau du île hépatique, où la convergence biliaire est contenue, il y a toutes les structures vasculaires et biliaires, ils sont tout près les uns avec les autres. Et là, on a donc d'un côté, du côté gauche, la convergence de segments 2, 3 et 4, de segments biliaires qui forment le canal hépatique gauche, qui est relativement long, en tout cas beaucoup plus long que le canal hépatique droit, qui lui est court et donc rapidement envahi par la tumeur. Et puis, d'autre part, il faudra noter les canaux biliaires du secteur dorsal du foie, que eux, quant à eux, ils s'éjettent au niveau de la convergence biliaire directement du côté droit et gauche. Et puis, à la fin, il faut noter les rapports étroits de la branche droite de l'artère hépatique qui passe juste derrière la voie biliaire, très souvent tout en haut, derrière la convergence biliaire, et donc très souvent envahie par ce type de tumeur, alors que la branche gauche, elle est très latéralisée à gauche, donc souvent loin de ces tumeurs. Et ces tumeurs, à cause de cette extension sous-muqueuse et périnerveuse, puisqu'ils sont des tumeurs infiltrantes, ils finissent par avoir très souvent des envahissements ganglionnaires qui est un facteur péjoratif de pronostic, mais aussi des envahissements vasculaires à cause de ces rapports étroits que nous venons de décrire. Donc, lorsqu'un chirurgien se pose la question de la résecabilité, puisque aujourd'hui, la résection de ces tumeurs, c'est le traitement curatif, le seul traitement curatif d'ailleurs, la première question qu'on va se poser, c'est quelle est leur extension biliaire, leur extension artérielle, l'extension veineuse, quel est le volume du foie que nous allons laisser, puisque cela comporte souvent des résections très étendues au niveau du foie, mais quelles sont aussi les variations anatomiques qu'il faut en tenir compte pour y arriver. Avant tout, ce qui est primordial, c'est très rapidement réaliser un scanner et une IRM qui nous permettront de faire et mieux comprendre à la fois les variations, l'extension biliaire de la tumeur et aussi les rapports avec le vaisseau. Et ces bilans, c'est d'autant plus important à les faire avant tout drainage biliaire, puisque ce sont des malades qui arrivent ictériques et qui ont fini par drainer, puisque une fois les drains sont mis en place, c'est très difficile avec les artefacts à comprendre ces rapports. Et donc, toute la première classification rapportée, et qu'aujourd'hui il est encore mondialement la plus utilisée, celle de professeur Bismuth, que nous avons la chance d'avoir ici aujourd'hui, décrit ces cholangiocarcinomes donc, par rapport à cette convergence biliaire. Donc, on a les cholangiocarcinomes de type 1 qui n'atteignent pas la convergence, type 2 qui arrivent tout près mais sans étendre le canal sectoriel, puis les 3 A et B quand ça va à droite et à gauche respectivement, et puis les 4 lorsque ça se développe de deux côtés. Le seul peu de limites sur cette classification, d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle elle est aussi utilisée si souvent aujourd'hui, mais ils ne tiennent pas en compte les envahissements vasculaires. Et puis, d'autre part, parfois, même rare, il existe des variations anatomiques au niveau biliaire qui nous donnent un peu de mal à donner une classification, puisque vous voyez ici un canal sectoriel postérieur qui habituellement est né du canal droit. Lorsqu'il se jette à gauche, on ne sait plus trop comment classifier cette tumeur. Donc, en tenant compte de ces petites difficultés, pour essayer de
justement répondre à cette problématique. Il a eu par la suite une classification plus récente, celle de l'équipe de Zurich, où il a essayé de, en plus de la classification professeur du bismuth, en tenir compte les envahissements vasculaires, porte et artères. Même si sur le papier, donc, cette classification a l'air vraiment parfaite, la vraie difficulté est que c'est en réalité, on essaie les envahissements qu'après avoir opéré les malades et c'est très difficile à savoir avec précision ce qui est envahi au niveau du scanner. Donc, elle est parfaite, mais elle sert plus à classifier les malades une fois qu'ils ont été opérés. Et puis, il y a aussi une classification plus récente qui est un peu astucieuse sur le comment finir par éradiquer cette tumeur qui tient sur l'idée que le lobe gauche, donc les segments 2 et 3, ils sont les plus éloignés de la tumeur, du huile du foie. Et puisque ces canaux ils sont très éloignés et que l'artère aussi qui vascularise ces canaux ils sont très éloignés, la première question que nous allons nous poser, est-ce qu'on peut préserver cette partie du foie, d'autant plus qu'il a le volume suffisant pour éviter une insuffisance hépatocellulaire en malade. Donc, si cette convergence elle est respectée, aujourd'hui, la réponse que nous allons donner, c'est que oui, on peut retirer cette tumeur volontiers à travers une hépatectomie droite élargie au segment A4 et garder le lobe gauche du foie. Alors que si celle-là, elle est envahie, ça témoigne de tumeurs qui ont des très gros volumes, donc qui finissent volontiers par envahir du côté gauche à la fois l'artère et par définition la branche droite de l'artère hépatique qui est très souvent envahie du fait de ses rapports avec la voie biliaire. Et donc, ce sont des tumeurs difficilement résécables. Et c'est pour ce malade-là qu'il faudrait se poser la question plutôt de regarder de l'autre côté et associer très probablement aussi des résections artérielles pour y arriver. Donc, cette classification qui ne tient pas compte finalement à ce qui est envahi, mais plus à ce qui est préservable, nous donne la réponse en disant que c'est une tumeur de type Y, donc on retire le foie droit et on peut garder le lobe gauche, alors que si c'est une tumeur X, cette résection, il passerait par une hépatectomie gauche élargie cette fois-ci, en préservant le secteur postérieur, donc le segment 6 et 7 du foie, très souvent associé à des reconstructions artérielles. Alors, ceci n'est pas un postulat, évidemment. Il faut toujours garder en esprit qu'il y a une réflexion chirurgicale derrière, puisque ces malades, je vous rapporte ces cas-ci, ou un malade qui a une tumeur à type Y, ou c'était une classification bismuth 3A, donc latéralisé un peu du côté droit, avait naturellement un lobe gauche assez atrophique, alors qu'il n'avait pas une thrombose porte. Et donc, ces malades-là, on n'a pas pu faire grossir son foie gauche. Donc, il ne faut pas s'obstiner absolument à garder le lobe gauche, mais il faut quand même garder ça à l'esprit et regarder de l'autre côté aussi si une résection artérielle pourrait permettre de réséquer ces tumeurs. Et donc, comme ce sont deux malades qui arrivent souvent en consultation dénutris, ictériques, avec une perte de poids importante, fatigués, l'optimisation préparatoire, ça conditionne les suites opératoires de ces malades et leur survie à court terme après la chirurgie. Donc, la première chose que nous faisons habituellement, c'est le drainage biliaire de ces tumeurs, puisqu'on sait qu'opérer un malade ictérique, les risques de mortalité, il est beaucoup plus élevé, ce qui a été bien démontré dans cette étude phare actuellement de professeur Farge, où on montre cette surmortalité lorsqu'on résecte de malades de plus en plus ictériques. Et même si aujourd'hui, on sait un peu plus sur comment drainer les malades, est-ce qu'il faut drainer finalement par voie endoscopique, est-ce qu'il faut drainer par voie radiologique pour résoudre le problème de l'ictère, même si la réponse paraît un peu plus claire aujourd'hui, en réalité, cela tient plus à l'expertise de chaque centre et ce qui est mieux fait dans chaque centre, puisqu'ils n'ont pas forcément les expertises chaque fois. Mais en tout cas, on sait que probablement la réponse est le drainage endoscopique lorsque celui-ci est faisable, puisqu'il y a eu une étude randomisée contrôlée qui a dû être arrêtée du fait d'une surmortalité dans les groupes de malades opérés après un drainage par voie radiologique. Enfin, évidemment, il y a aussi les cas du secteur postérieur que lorsque nous devons les drainer parce qu'il faut préserver le secteur postérieur, ceci est un peu plus compliqué sous le plan endoscopique à cause du trajet en crochet au-dessus de la veine porte du canal sectoriel postérieur et très souvent est drainé par voie radiologique. L'optimisation préparatoire, comme je vous l'ai dit, ça ne concernait pas que l'ictère, mais aussi le volume du foie, puisque souvent ces résections étendues du foie
nécessite nous oblige de garder au moins 30% du foie ou au moins 0,5% du poids du corps du patient afin d'éviter une insuffisance hépatocellulaire. Et cela implique très souvent des embolisations portales qui se font habituellement 3 à 4 semaines avant la chirurgie afin de permettre au foie d'hypertrophier. Et aujourd'hui, l'embolisation portale, très souvent, peut être aussi associée à l'embolisation de la veine hépatique droite, puisque quand on fait des embolisations portales, on parle principalement de l'embolisation du foie droit. Et on appelle ça la déprivation veineuse, du fait qu'on finalement déprive le foie de tous ces flux veineux. Donc, on déprive la branche droite de la veine porte comme la veine hépatique droite. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus d'études qui sont publiées sur le fait que cette déprivation veineuse du foie, finalement, peut permettre au foie de grossir, le foie contralatéral, donc le foie gauche, de grossir encore plus vite. Et cette augmentation du volume a été bien démontrée dans ces études, notamment une étude publiée récemment en BJS qui montre que d'une part, l'hypertrophie est plus rapide et aussi ça conduit plus souvent les malades à la chirurgie par rapport à l'embolisation portale, où il a eu quand même un drop-out plus important à cause d'une hypertrophie insuffisante du foie contralatéral. Et malgré tous ces progrès, puisqu'il y en a eu d'autres stratégies d'optimisation que je ne détaillerai pas, ce sont les deux principales, mais il y en a la rénutrition, la restylation biliaire et plein d'autres stratégies qui ont été développées au cours des années par une équipe qui a beaucoup réfléchi et travaillé sur le sujet, une équipe japonaise. Malgré tous ces progrès de l'optimisation afin d'améliorer les suites opératoires de ces malades, on voit que ça reste malgré tout une chirurgie très morbide. Et ça, c'est une étude aussi récemment publiée à NALS, où il concerne 1800 patients à travers le monde sur 24 centres, qui montre que finalement, quand même, la morbidité sévère après une chirurgie, il faut respecter un seuil de 70%. Donc, elle est très morbide. 56%, c'était les complications majeures en moyenne dans tous les centres. Et puis, une mortalité, un seuil de 8% à respecter. Donc, on voit bien que c'est une mortalité très élevée. Et même si on va les regarder plus précisément des centres qui ont le plus d'expérience, qui performent le mieux, donc ça, c'est typiquement le centre japonais qui a le plus fait pendant toutes ces années, on voit encore là des complications graves de l'ordre de 50%, avec des insuffisances hépatocellulaires de l'ordre de 20% et de fuite des anastomoses biliaires, donc de 20%, mais malgré tout une mortalité très faible de 1%, ce qui nous fait penser qu'il y a toute une prise en charge peut-être et qui se fait encore mieux dans ces centres. Et puis finalement, à long terme, pour tous ces malades qui vont survivre finalement de cette stratégie de la chirurgie qui reste quand même lourde, il y a deux facteurs pronostiques à long terme, et notamment des facteurs qui tiennent beaucoup à la qualité chirurgicale qui vont conditionner la survie à long terme de ces patients. Et notamment, c'est la marge de résection, comme presque pour toute l'oncologie. Plus cette marge est élevée, meilleures sont les suites à long terme, que cette marge soit la marge distale, donc de la voie biliaire, la marge proximale dans le foie ou la marge circonférentielle, comme a été récemment démontré également publié dans Annals of Surgery. Et puis, ça devient d'autant plus important, cette marge de résection, lorsqu'on parle de malades qui n'ont pas d'envahissement ganglionnaire, puisque on sait que les envahissements ganglionnaires de ces malades, c'est un critère péjoratif de survie. Et donc, ce malade-là, pour lequel nous allons réussir à faire une chirurgie à marge saine et qui n'ont pas de ganglions, c'est eux qui bénéficient le plus, puisqu'ils ont des survies optimales, qui restent quand même modérées, effectivement, de 50% à 5 ans. Et puis, comme je vous l'ai dit, ce sont des tumeurs qui nécessitent volontiers de reconstruction vasculaire. C'est toujours la même équipe japonaise qui a montré que finalement, l'intérêt de réséquer des tumeurs localement avancées pour lesquelles on a besoin de reconstruire les artères ou la veine porte, ça donne des résultats certes moins bons que les malades qui ne nécessitent pas de résection, mais quand même bien meilleurs que si on ne les avait pas opérés. Et puis à la fin, puisqu'on parle de la transplantation et on y croit beaucoup, est-ce qu'il y a une place pour la transplantation du foie chez ces patients? Et donc ça, c'est l'équipe de Mayo Clinic qui avait répondu premier sur cette question. En ayant sélectionné des malades donc avec des cholangiocarcinomes non résécables, donc des malades qui ne seraient pas possibles à réséquer par voie chirurgicale avec des marges saines.
Et donc, ces malades ont été traités avec de la radiochimiothérapie préopératoire et donne des résultats oncologiques tout à fait exceptionnels. Et on voit sur cette étude qui, par la suite, était un peu plus récente, a repris presque 300 patients opérés sur 12 centres américains où ils ont fait appliquer ce protocole Mayo, où on voit une survie à 5 ans en intention traitée de 50%, malgré un drop-out assez élevé quand même, de l'ordre de 25%. Et lorsqu'on regarde la survie sans récidive, celle-ci touchait 65% à 5 ans, ce qui est quand même tout à fait exceptionnel. Et lorsqu'on sélectionne encore plus ces malades, donc on transplante ces patients avec une radiochimiothérapie pour des tumeurs de petite taille, ben là, on obtient le meilleur résultat, où on voit une survie à 5 ans de près de 70%. Enfin, tout ça, par contre, pour dire que ça reste un protocole très complexe à mettre en place. Et même si ça marche bien, il faut bien se rendre compte des difficultés que cela implique, puisqu'en France, malheureusement, l'étude Transfil qui reprenait les mêmes protocoles a dû s'être arrêtée précocement à cause d'un drop-out très élevé dans les bras transplantation qui, selon, d'après ce qu'on voit, ça témoigne un peu cette complexité de mettre en place un tel protocole. Donc, enfin, pour conclure, la chirurgie reste le seul traitement à visée curative pour cette maladie qui est très agressive. La optimisation hépatique, lorsque bien implémentée, ça permet d'améliorer la survie à court terme après une chirurgie des patients. Et la résection R0 doit être un impératif. Et c'est les malades qui n'ont pas des ganglions envahis qui nous bénéficient le plus. La transplantation hépatique est bien évidemment envisageable pour les petites tumeurs et de malades bien sélectionnés dans le cadre d'études. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Je vois que le professeur Beaulieu et le professeur Mention sont branchés et je serais très heureux d'avoir leurs commentaires. Professeur Beaulieu, je crois qu'il a levé la main, non? Micro, professeur Beaulieu. On vous écoute. Vous ouvrez le micro, oui. Non, on ne vous entend pas. Voilà. Bonjour à tous. Je vois que la chirurgie évolue, mais je retrouve ce qui a été les soucis de ma vie entière. Je suis admiratif de votre présentation, qui est très claire et qui qui conduit quand même à la transplantation au bout du compte. Moi, je n'ai pas le souvenir d'avoir transplanté de patients dans ce cas-là. Par contre, j'ai opéré beaucoup de patients qui avaient des envahissements avec des chirurgies difficiles. Et pour moi, la chirurgie d'un cholangiocarcinome est souvent la chirurgie hépatique la plus difficile. Merci. Professeur Villet. Oui, bravo pour cette communication. Je voudrais revenir sur l'envahissement ganglionnaire. Étant donné, si vous voulez, la mortalité des patients avec ganglions envahis, quelle est votre stratégie pour définir l'envahissement ganglionnaire? Disons, à la fois préopératoire, mais à la fois surtout péropératoire, pour ne pas vous engager dans une chirurgie inutile, finalement, si on a le courage de le dire. Actuellement, où vous en êtes dans le diagnostic à la fois préopératoire des ganglions et péropératoire des ganglions pour dire « j'arrête ». Tout à fait. Alors, c'est une décision qui est assez complexe à prendre et qui est un peu personnalisée pour chaque patient, puisque aujourd'hui, il y a des équipes qui privilégient effectivement deux ganglions, et puis on parle de quel ganglion on parle. Finalement, ce n'est pas pareil si on parle de ganglion antéro-orthicocave ou de ganglion du pédicule hépatique. Mais quoi qu'il en soit, il y a des équipes qui s'arrêtent lorsque surtout c'est des chirurgies complexes pour des malades qui ils sont à haut risque de morbimortalité après la chirurgie. Après, pour découvrir le ganglion préopératoire, cela est un peu moins évident, puisque aujourd'hui, on n'a pas de manière de... Même les PET scanners qu'on utilise pour plein d'autres maladies, ils sont très peu performants pour ça. Parfois, lorsque c'est des ganglions nettement pathologiques, on peut le voir à l'IRM, mais on ne peut pas le savoir en microscopie. On peut se retrouver à opérer des patients qui finalement ont des ganglions pathologiques qui n'étaient pas visibles à l'imagerie et qui auraient été impossibles à témoigner à l'imagerie préopératoire. Après, le pronostic, effectivement, lorsqu'ils sont ils ont des ganglions envahis, il est péjoratif. On fait des extemporanés péropératoires.
Pardon. Est-ce que dans votre équipe, on fait des extemporanés péropératoires des ganglions et on s'arrête si la n'a pas de écouter, il y a quelque chose dans le ganglion? Ah oui. Alors, sur notre équipe, les équipes que je connais, il n'y a pas, il y a le seul extemporané, c'est le ganglion antéro-orthicocave, s'il y a la suspicion où là, effectivement, la chirurgie s'arrête. Lorsque il y a des ganglions du pédicule hépatique qui sont envoyés en examen définitif. Et il n'y a pas d'arrêt du geste, du fait de le bénéfice qu'on apporte. Ceci dit, lorsque nous avons des patients très fragiles à qui on sait que de base, les gestes chirurgicaux est complexe et les suites, ils sont encore plus engagés. Là, effectivement, c'est arrivé, et je pense que ça arrive encore aujourd'hui, de faire marche arrière. Professeur Benamou. Oui, l'arbre décisionnel faire c'est quand même extrêmement complexe. Dans quelle mesure vous pensez qu'éventuellement il y aurait une place pour un travail algorithmique par de l'intelligence artificielle pour essayer de débrouiller un peu plus, alors à condition d'avoir une collection de data. Vous avez une série japonaise sur 1800, mais qui est internationale en même temps, je crois. Donc, ça veut dire que pour avoir finalement un guide beaucoup plus performant, est-ce que ce n'est pas dans cette voie qu'il faut travailler? Parce que tous les éléments de décision sont extrêmement complexes, vraiment. Merci pour cette question. Elle est très intéressante comme question puisque l'intelligence artificielle, ça prend de plus en plus de place aujourd'hui. La vraie problématique du cholangiocarcinome, c'est d'une part, on le découvre trop tard et ça nécessite absolument un avis spécialisé. Donc, des bases, pour juger la résecabilité, ça tient à décision à des centres experts donc, qui ont tout à fait l'habitude de regarder. Et notamment, un deuxième problème qui arrive très, très souvent, ce sont des malades qui sont dressés de l'extérieur et souvent, ils ont été drainés par voie radiologique ou endoscopique, peu importe. En fait, ils arrivent au point où même les équipes experts, ils ont du mal à interpréter l'imagerie et savoir l'étendue de la tumeur. Donc, avant d'arriver à l'intelligence artificielle, je pense que les équipes qui performent, parce qu'ils ne sont pas non plus 1000 en France, ils ont tout à fait cette habitude. Après, c'est plus une problématique d'organisation de la prise en charge de ces patients qui, à mon avis, n'est pas tout à fait résolue aujourd'hui. Merci. Juste un tout petit commentaire là, sur ce sujet-là. C'est pas trois circonstances où on n'est pas, où le pronostic va pas être bon. C'est quand on est N+, mais ça, le chirurgien ne peut pas grand-chose. Quand on est R1, et là, le chirurgien peut en partie quelque chose, parce qu'on sait qu'il y a des extensions, il y a toutes les séries, il y a moins 30% de R1, c'est vraiment important, même dans de bonnes mains, même au Japon, etc. Et puis le troisième élément, c'est le travail qu'a présenté Luca Drighetti à l'ESA l'année dernière, qui avait montré qu'il appelait ça une dark zone, c'est-à-dire que la mortalité est la plus élevée de tout le panorama de la chirurgie hépatobiliaire, je vois ce que disait notre collègue Beaulieu tout à l'heure, et ces malades-là, la gravité, la morbidité fait que ça probablement impacte le risque de récidive, et donc il y a une proportion des malades où on sait que finalement la chirurgie peut-être non seulement n'a pas amélioré leur situation, mais peut-être même la dégrader. Ils vont être plus en retard pour avoir un traitement systémique en raison de la gravité des complications et puis de la mortalité. Et ça, ce travail-là qu'il a publié dans les pathologies après est un travail d'intelligence artificielle, justement. Il y avait du learning machine. Donc, je trouve le contexte est tellement complexe dans tout ça et la mortalité et la morbidité tellement élevée que je trouve que ces questions-là sont tout à fait légitimes. Mais au bout du compte, d'ailleurs, quand on le pousse un peu dans les retranchements, on dit oui, mais alors, vous allez être capable de dire avant la chirurgie à un malade, on ne va pas vous opérer parce qu'on sait que ça ne va pas bien se passer. Ça, c'est une décision extrêmement difficile à prendre et en général, on ne la prend pas d'ailleurs. Merci. Les solutions palliatives de drainage, etc., permettre peut-être avec un moindre risque général d'entreprendre des traitements chimiothérapiques, ce que tu veux. C'est une question légitime, tout à fait. Professeur Bismuth. Oui, écoutez, vous avez fait un très bon exposé, très général, vous avez parlé de beaucoup de choses. Je n'ai pas saisi très bien quel était votre message principal que vous adressiez à l'Académie, peu importe. Aujourd'hui, le défi, c'est que quel traitement oncologique radical faire pour une tumeur qui occupe 4 cm². Le HIL, c'est 4 cm². Alors, on se casse la tête pour trouver
un traitement radical oncologique large. On arrive, comme vous le savez, à 6 segmentectomies, donc enlever le maximum du foie à chaque coup, 6 segments avec pratiquement la résection d'huile, puisque en resséquant la veine porte et en resséquant la voie de l'artère droite, on ne laisse que la branche gauche de l'artère hépatique qui extrait l'air. Donc, on peut la pousser facilement et on résèque tout. Donc, presque une ilectomie. Alors, la question que l'on se pose, nous, chirurgiens, cette intervention, certes, elle est indiquée dans le type 3. Dans le type 2, est-ce qu'elle est indiquée? Et à plus forte raison dans le type 1. Parce que certains chirurgiens radicalistes disent qu'il faut d'emblée faire la chirurgie maximum, comme on le fait pour les tumeurs primitives du foie, où d'emblée on essaye de faire la chirurgie avec la plus grande exérèse. La chirurgie avec la plus grande exérèse, c'est, je ne dirais pas transplantation hépatique, il faut être pur, hépatectomie totale. L'hépatique totale, on enlève le maximum de foie, on enlève tout le hile, c'est le rêve. Sauf que, malheureusement, on ne peut pas le faire à tout le monde. Donc déjà, on est limité. Donc, on met ça à part avec la question, non, on ne peut pas le faire, on ne peut pas le faire. Le jour où on aura un foie pour tous, peut-être qu'on le fera. Donc aujourd'hui, on est limité par, évidemment, la limitation des donneurs, mais pour l'exérèse, quel est votre avis? À quel candidat et jusqu'où faut-il pousser l'exérèse maximale? C'est ma question. Merci pour cette question. Je vais répondre de manière très brève parce que je pense que le professeur Soubran a donné la réponse. Quand on regarde effectivement le taux de résection incomplète de ces tumeurs, même sous le plan microscopique, je pense que c'est là où on se dit c'est dommage de ne pas avoir offert le maximum pour le malade. Donc, il faut toujours opter pour, dans les limites du possible, de rester très loin de la tumeur. Et donc, même les types 1, souvent, on se retrouve à couper de convergence qui retrouvent R1. Je trouve que c'est dommage, d'autant plus que parfois on a des malades jeunes, de prendre ces risques et offrir un résultat suboptimal. Donc, il faut se mettre loin. Donc, il faut mieux préparer les malades pour aller réséquer de manière plus extensive. Olivier, on ferait une exérèse large, segmentectomie, résection hilaire, un type 1. Un malade de 80 ans coronarien, non. Non, je plaisante, mais bien évidemment, je réfléchirais sérieusement. Je ne suis pas sûr du tout de faire une exérèse aussi large que ça. Professeur Joannet. Deux questions pratiques. Vous avez toujours un diagnostic histologique en préopératoire ou c'est uniquement l'imagerie qui vous permet d'avancer dans le raisonnement? Et deuxième question, alors recoupe donc extemporanée ou pas extemporanée, puisque finalement, est-ce que ça sert à grand-chose? Bah, tu peux répondre. L'extemporané, bien sûr, c'est utile si on peut augmenter, enfin recouper. De temps en temps, on ne peut plus recouper, mais on est tellement loin qu'on ne peut plus recouper. Ou l'extemporané, hein, malheureusement, hein, bah, et puis elle a ses limites, l'extemporané, sur les envahissements. Moi, je voulais simplement faire un petit commentaire. Je crois qu'il faut continuer de se battre dans son environnement médical, à faire en sorte que les malades qui ont un ictère sur un obstacle de la voie biliaire extrahépatique ne soient référés au chirurgien d'abord. C'est un message qu'on essaye de faire passer depuis des dizaines d'années et que l'on n'arrive pas à faire passer. Et de plus en plus, ces malades sont référés, à juste titre ou pas, peu importe, là n'est pas la question, mais à des gastro-entérologues, parce que le malade est ictérique, et que les gastro-entérologues, pour peu qu'ils soient munis d'un endoscope et d'un cathéter, première chose qu'ils feront, c'est qu'ils mettent un drain dans la voie biliaire, parce que ça soulage très vite les malades, hein, qui se retrouvent très vite très bien. Et puis la plupart ne savent pas la classification de bismuth, malheureusement, et donc voient des types 4 partout, et donc mettent des drains, ce qui nous coupe les ponts. Donc peut-être que le meilleur traitement du cholangiocarcinome périhilaire, ce serait d'éduquer, de faire passer des messages, de continuer d'enseigner. Un dernier mot, c'est dommage. Henri Vichuté, monsieur, si vous vous souvenez de Mumbai, IHPB à Mumbai, quand vous avez fait cette conférence sur la tumeur de Klatskin, je vais rappeler deux mots rapidement. Vous faisiez cette conférence sur Klatskin et puis à un moment donné, il me dit, je vais vous rappeler quand même comment ça s'est passé
comment on a conçu cette classification avec le jeune résident américain, Corlett. Et il a dit, j'ai cherché dans mon bureau, et puis d'ailleurs, j'avais dit, je l'ai retrouvé. Vous vous souvenez, vous avez fait ça? Vous l'avez retrouvé comme ça. Alors, la salle a frémi, on a senti, il y avait quoi? Il y avait 1000 personnes dans la salle, on a senti les chaises bouger un tout petit peu. Puis il a dit, puis comme j'ai pensé que ça pouvait vous intéresser, j'ai fait quelques photocopies. Il y avait une liste comme ça de photocopies, et il y a eu une ruée, j'ai jamais vu les chaises voler comme ça. Vous vous souvenez de cet événement? Voilà, c'était rigolo.